Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, partie 6 du livre audio, chapitre 26, dans lequel on prend le train express du chemin de fer du Pacifique. Ocean to ocean, ainsi disent les Américains, et ces trois mots devraient être la dénomination générale du Grand Trunk, qui traverse les États-Unis d'Amérique dans leur plus grande largeur. Mais, en réalité, le Pacific Railroad se divise en deux parties distinctes. Central Pacific, entre San Francisco et Ogden, et Union Pacific, entre Ogden et Omaha. Là se raccordent 5 lignes distinctes qui mettent Omaha en communication fréquente avec New York. New York et San Francisco sont donc présentement réunis par un ruban de métal non interrompu qui ne mesure pas moins de 3786 milles. Entre Omaha et le Pacifique, le chemin de fer franchit une contrée encore fréquentée par les Indiens et les Fauves. Vaste étendue de territoire que les Mormons commencèrent à coloniser vers 1845, après qu'ils eurent été chassés de l'Illinois. Autrefois, dans les circonstances les plus favorables, on employait 6 mois pour aller de New York à San Francisco. Maintenant, on met 7 jours. C'est en 1862 que, malgré l'opposition des députés du Sud, qui voulaient une ligne plus méridionale, le tracé du railroad fut arrêté entre le 41e et le 42e parallèle. Le président Lincoln, de si regrettée mémoire, fixa lui-même, dans l'État de Nebraska, à la ville d'Omaha, la tête de ligne du nouveau réseau. Les travaux furent aussitôt commencés et poursuivis avec cette activité américaine qui n'est ni paperassière ni bureaucratique. La rapidité de la main-d'œuvre ne devait nuire en aucune façon à la bonne exécution du chemin. Dans la prairie, on avançait à raison d'1,5 mille par jour. Une locomotive, roulant sur les rails de la veille, apportait les rails du lendemain et courait à leur surface au fur et à mesure qu'ils étaient posés. Le Pacific Railroad jette plusieurs embranchements sur son parcours dans les États de Iowa, du Kansas, du Colorado et de l'Oregon. En quittant Omaha, il longe la rive gauche de Platte River jusqu'à l'embouchure de la branche du Nord, suit la branche du Sud, traverse les terrains de Laramie et les montagnes Wasatch, contourne le lac Salé, arrive à Lake Salt City, la capitale des Mormons, s'enfonce dans la vallée de la Tuila, longe le désert américain, les monts de Cedar et de Humboldt River, la Sierra Nevada et redescend par Sacramento jusqu'au Pacifique, sans que ce tracé dépasse en pente 112 pieds par mille, même dans la traversée des montagnes rocheuses. Telle était cette longue artère que les trains parcouraient en 7 jours et qui allait permettre à l'honorable Phileas Fogg, il l'espérait du moins, de prendre le 11 à New York le paquebot de Liverpool. Le wagon occupé par Phileas Fogg était une sorte de long omnibus qui reposait sur 2 trains formés de 4 roues chacun, dont la mobilité permet d'attaquer des courbes de petits rayons. À l'intérieur, point de compartiment, 2 files de sièges disposés de chaque côté, perpendiculairement à l'axe, et entre lesquels était réservé un passage conduisant au cabinet de toilette et autres, dont chaque wagon est pourvu. Sur toute la longueur du train, les voitures communiquaient entre elles par des passerelles, et les voyageurs pouvaient circuler d'une extrémité à l'autre du convoi qui mettait à leur disposition des wagons salons, des wagons terrasses, des wagons restaurants et des wagons à café. Il n'y manquait que des wagons théâtre, mais il y en aura un jour. Sur les passerelles circulaient incessamment des marchands de livres et des journaux débitant leurs marchandises, et des vendeurs de liqueurs, de comestibles, de cigares, qui ne manquaient point de chalands. Les voyageurs étaient partis de la station d'Auckland à 6 heures du soir. Il faisait déjà nuit, une nuit froide, sombre, avec un ciel couvert dont les nuages menaçaient de se résoudre en neige. Le train ne marchait pas avec une grande rapidité. En tenant compte des arrêts, il ne parcourait pas plus de 20 milles à l'heure, vitesse qui devait, cependant, lui permettre de franchir les États-Unis dans les temps réglementaires.
On causait peu dans le wagon. D'ailleurs, le sommeil allait bientôt gagner les voyageurs. Passepartout se trouvait placé auprès de l'inspecteur de police, mais il ne lui parlait pas. Depuis les derniers événements, leur relation s'était notablement refroidie. Plus de sympathie, plus d'intimité. Fix n'avait rien changé à sa manière d'être, mais Passepartout se tenait, au contraire, sur une extrême réserve, prêt au moindre soupçon à étrangler son ancien ami. 1 heure après le départ du train, la neige tomba, neige fine qui ne pouvait, fort heureusement, retarder la marche du convoi. On n'apercevait plus à travers les fenêtres qu'une immense nappe blanche sur laquelle, en déroulant ses volutes, la vapeur de la locomotive paraissait grisâtre. À 8 heures, un steward entra dans le wagon et annonça aux voyageurs que l'heure du coucher était sonnée. Ce wagon était un sleeping car qui, en quelques minutes, fut transformé en dortoir. Les dossiers des bancs se replièrent, des couchettes soigneusement pactées se déroulèrent par un système ingénieux, des cabines furent improvisées en quelques instants et chaque voyageur eut bientôt à sa disposition un lit confortable que d'épais rideaux défendaient contre tout regard indiscret. Les draps étaient blancs, les oreillers moelleux. Il n'y avait plus qu'à se coucher et à dormir, ce que chacun fit, comme s'il se fût trouvé dans la cabine confortable d'un paquebot, pendant que le train filait à toute vapeur à travers l'État de Californie. Dans cette portion du territoire qui s'étend entre San Francisco et Sacramento, le sol est peu accidenté. Cette partie du chemin de fer, sous le nom de Central Pacific Road, prit d'abord Sacramento pour point de départ et s'avança vers l'est à la rencontre de celui qui partait d'Omaha. De San Francisco à la capitale de la Californie, la ligne courait directement au nord-est en longeant American River qui se jette dans la baie de San Pablo. Les 120 milles compris entre ces deux importantes cités furent franchis en 6 heures et vers minuit, pendant qu'ils dormaient de leur premier sommeil, les voyageurs passèrent à Sacramento. Ils ne virent donc rien de cette ville considérable, siège de la législature de l'État de Californie, ni ses beaux quais, ni ses rues larges, ni ses hôtels splendides, ni ses squares, ni ses temples. En sortant de Sacramento, le train, après avoir dépassé les stations de Junction, de Rocklin, d'Auburn et de Colfax, s'engagea dans le massif de la Sierra Nevada. Il était 7 heures du matin quand fut traversée la station de Cisco. 1 heure après, le dortoir était redevenu un wagon ordinaire et les voyageurs pouvaient, à travers les vitres, entrevoir les points de vue pittoresques de ce montagneux pays. Le tracé du train obéissait aux caprices de la Sierra, ici accroché au flanc de la montagne, là suspendu au-dessus des précipices, évitant les angles brusques par des courbes audacieuses, s'élançant dans des gorges étroites que l'on devait croire sans issue. La locomotive étincelante comme une châsse, avec son grand fanal qui jetait de fauves lueurs, sa cloche argentée, son chasse-vache, qui s'étendait comme un éperon, mêlait ses sifflements et ses mugissements à ceux des torrents et des cascades, et tordait sa fumée à la noire ramure des sapins. Peu ou point de tunnel, ni de pont sur le parcours. Le railroad contournait le flanc des montagnes, ne cherchant pas dans la ligne droite le plus court chemin d'un point à un autre, et ne violentant pas la nature. Vers 9 heures, par la vallée de Carson, le train pénétrait dans l'État de Nevada, suivant toujours la direction du nord-est. À midi, il quittait Reno, où les voyageurs eurent 20 minutes pour déjeuner. Depuis ce point, la voie ferrée, côtoyant Humboldt River, s'éleva pendant quelques milles vers le nord, en suivant son cours. Puis, elle s'infléchit vers l'est et ne devait plus quitter le cours d'eau avant d'avoir atteint les Humboldt Ranges, qui lui donnent naissance, presque à l'extrémité orientale de l'État du Nevada. Après avoir déjeuné, M. Fogg, Mrs. Aouda et leurs compagnons reprirent leur place dans le wagon. Phileas Fogg, la jeune femme, Fix et Passepartout, confortablement assis, regardaient le paysage varié qui passait sous leurs yeux. Vastes prairies, montagnes se profilant à l'horizon, creeks, roulant leurs eaux écumeuses. Parfois, un grand troupeau de bisons, se massant au loin, apparaissait comme une digue mobile.
Ces innombrables armées de ruminants opposent souvent un insurmontable obstacle au passage des trains. On a vu des milliers de ces animaux défiler pendant plusieurs heures en rang pressé au travers du railroad. La locomotive est alors forcée de s'arrêter et d'attendre que la voie soit redevenue libre. Ce fut même ce qui arriva dans cette occasion. Vers 3 heures du soir, un troupeau de 10 à 12 000 têtes barra le railroad. La machine, après avoir modéré sa vitesse, essaya d'engager son éperon dans le flanc de l'immense colonne, mais elle dut s'arrêter devant l'impénétrable masse. On voyait ces ruminants, ces buffalo, comme les appellent improprement les Américains, marcher ainsi de leurs pas tranquilles, poussant parfois des beuglements formidables. Ils avaient une taille supérieure à celle des taureaux d'Europe, les jambes et la queue courtes, le garrot saillant qui formait une bosse musculaire, les cornes écartées à la base, la tête, le cou et les épaules recouverts d'une crinière à longs poils. Il ne fallait pas songer à arrêter cette migration. Quand les bisons ont adopté une direction, rien ne pourrait ni enrayer ni modifier leur marche. C'est un torrent de chair vivante qu'aucune digue ne saurait contenir. Les voyageurs, dispersés sur les passerelles, regardaient ce curieux spectacle. Mais celui qui devait être le plus pressé de tous, Phileas Fogg, était demeuré à sa place et attendait philosophiquement qu'il plût au buffle de lui livrer passage. Passepartout était furieux du retard que causait cette agglomération d'animaux. Il eût voulu décharger contre eux son arsenal de revolvers. « Quel pays !» s'écria-t-il. « De simples bœufs qui arrêtent des trains et qui s'en vont là, processionnellement, sans plus se hâter que s'ils ne gênaient pas la circulation. Pardieu, je voudrais bien savoir si Monsieur Fogg avait prévu ce contretemps dans son programme. Et ce mécanicien qui n'ose pas lancer sa machine à travers ce bétail encombrant. » Le mécanicien n'avait point tenté de renverser l'obstacle, et il avait prudemment agi. Il eût écrasé sans doute les premiers buffles attaqués par l'éperon de la locomotive, mais, si puissante qu'elle fût, la machine eût été arrêtée bientôt, un déraillement se serait inévitablement produit, et le train fût resté en détresse. Le mieux était donc d'attendre patiemment, quitte ensuite à regagner le temps perdu par une accélération de la marche du train. Le défilé des bisons dura 3 grandes heures, et la voie ne redevint libre qu'à la nuit tombante. À ce moment, les derniers rangs du troupeau traversaient les rails, tandis que les premiers disparaissaient au-dessous de l'horizon du sud. Il était donc 8 heures quand le train franchit les défilés des Humboldt Ranges, et 9h30 lorsqu'il pénétra sur le territoire de l'Utah, la région du Grand Lac Salé, le curieux pays des Mormons. Chapitre 27, dans lequel Passepartout suit, avec une vitesse de 20 000 à l'heure, un cours d'histoire mormone. Pendant la nuit du 5 au 6 décembre, le train courut au sud-est sur un espace de 50 000 environ. Puis il remonta d'autant vers le nord-est en s'approchant du Grand Lac Salé. Passepartout, vers 9 heures du matin, vint prendre l'air sur les passerelles. Le temps était froid, le ciel gris, mais il ne neigeait plus. Le disque du soleil, élargi par les brumes, apparaissait comme une énorme pièce d'or, et Passepartout s'occupait à en calculer la valeur en livres sterling, quand il fut distrait de cet utile travail par l'apparition d'un personnage assez étrange. Ce personnage, qui avait pris le train à la station d'Elko, était un homme de haute taille, très brun, moustache noire, bas noirs, chapeau de soie noir, gilet noir, pantalon noir, cravate blanche, gants de peau de chien. On eût dit un révérend. Il allait d'une extrémité du train à l'autre et, sur la portière de chaque wagon, il collait avec des pains à cacheter une notice écrite à la main. Passepartout s'approcha et lut sur une de ces notices que l'honorable elder William Hitch, missionnaire mormon, profitant de sa présence sur le train numéro 48, ferait, de 11h à midi, dans le car numéro 117, une conférence sur le mormonisme, invitant à l'entendre tous les gentlemen soucieux de s'instruire touchant les mystères de la religion des saints des derniers jours. « Certes, j'irai, se dit Passepartout,
qui ne connaissait guère du mormonisme que ses usages polygames, base de la société mormone. La nouvelle se répandit rapidement dans le train, qui emportait une centaine de voyageurs. Sur ce nombre, 30 au plus, alléchés par l'appât de la conférence, occupaient à 11 heures les banquettes du car numéro 117. Passepartout figurait au premier rang des fidèles. Ni son maître, ni Fix n'avaient cru devoir se déranger. À l'heure dite, l'elder William Hitch se leva et d'une voix assez irritée, comme s'il eût été contredit d'avance, il s'écria « Je vous dis, moi, que Joe Smith est un martyr, que son frère Vram est un martyr, et que les persécutions du gouvernement de l'Union contre les prophètes vont faire également un martyr de Brigham Young. Qui oserait soutenir le contraire ?» Personne ne se hasarda à contredire le missionnaire, dont l'exaltation contrastait avec sa physionomie naturellement calme. Mais sans doute sa colère s'expliquait par ce fait que le mormonisme était actuellement soumis à de dures épreuves. Et, en effet, le gouvernement des États-Unis venait, non sans peine, de réduire ses fanatiques indépendants. Il s'était rendu maître de l'Utah et l'avait soumis aux lois de l'Union, après avoir emprisonné Brigham Young, accusé de rébellion et de polygamie. Depuis cette époque, les disciples du prophète redoublaient leurs efforts et, en attendant les actes, ils résistaient par la parole aux prétentions du Congrès. On le voit, l'elder William Hitch faisait du prosélytisme jusqu'en chemin de fer. Et alors il raconta, en passionnant son récit par les éclats de sa voix et la violence de ses gestes, l'histoire du mormonisme, depuis les temps bibliques. Comment, dans Israël, un prophète mormon de la tribu de Joseph publia les annales de la religion nouvelle et les légua à son fils Morom. Comment, bien des siècles plus tard, une traduction de ce précieux livre, écrit en caractères égyptiens, fut faite par Joseph Smith, Jr., fermier de l'Utah de Vermont, qui se révéla comme prophète mystique en 1825. Comment, enfin, un messager céleste lui apparut dans une forêt lumineuse et lui remit les annales du Seigneur. En ce moment, quelques auditeurs, peu intéressés par le récit rétrospectif du missionnaire, quittèrent le wagon. Mais William Hitch, continuant, raconta comment Smith Jr., réunissant son père, ses 2 frères et quelques disciples, fonda la religion des saints des derniers jours. Religion qui, adoptée non seulement en Amérique, mais en Angleterre, en Scandinavie, en Allemagne, compte parmi ses fidèles des artisans et aussi nombre de gens exerçant des professions libérales. Comment une colonie fut fondée dans l'Ohio, comment un temple fut élevé au prix de $200,000 et une ville bâtie à Kirkland. Comment Smith devint un audacieux banquier et reçut d'un simple montreur de momies un papyrus contenant un récit écrit de la main d'Abraham et autres célèbres Égyptiens. Cette narration devenant un peu longue, les rangs des auditeurs s'éclaircirent encore et le public ne se composa plus que d'une vingtaine de personnes. Mais l'elder, sans s'inquiéter de cette désertion, raconta avec détail comme quoi Joe Smith fit banqueroute en 1837. Comme quoi ses actionnaires ruinés l'enduisirent de goudron et le roulèrent dans la plume. Comme quoi on le retrouva, plus honorable et plus honoré que jamais, quelques années après, à Independence, dans le Missouri, et chef d'une communauté florissante qui ne comptait pas moins de 3000 disciples, et qu'alors, poursuivi par la haine des gentils, il dut fuir dans le Far West américain. 10 auditeurs étaient encore là, et parmi eux, l'honnête Passepartout, qui écoutait de toutes ses oreilles. Ce fut ainsi qu'il apprit comment, après de longues persécutions, Smith reparut dans l'Illinois et fonda en 1839, sur les bords du Mississippi, Nauvoo la Belle, dont la population s'éleva jusqu'à 25 000 âmes. Comment Smith en devint le maire, le juge suprême et le général en chef. Comment, en 1847, il posa sa candidature à la présidence des États-Unis et comment, enfin, attiré dans un guet-apens à Carthage, il fut jeté en prison et assassiné par une bande d'hommes masqués. En ce moment,
Passepartout était absolument seul dans le wagon, et l'Elder, le regardant en face, le fascinant par ses paroles, lui rappela que, 2 ans après l'assassinat de Smith, son successeur, le prophète inspiré Brigham Young, abandonnant Nauvoo, vint s'établir au bord du lac Salé, et que là, sur cet admirable territoire, au milieu de cette contrée fertile, sur le chemin des émigrants qui traversaient l'Utah pour se rendre en Californie, la nouvelle colonie, grâce au principe polygame du mormonisme, prit une extension énorme. Et voilà, ajouta William Hitch, voilà pourquoi la jalousie du Congrès s'est exercée contre nous. Pourquoi les soldats de l'Union ont foulé le sol de l'Utah. Pourquoi notre chef, le prophète Brigham Young, a été emprisonné au mépris de toute justice. Céderons-nous à la force? Jamais. Chassés du Vermont, chassés de l'Illinois, chassés de l'Ohio, chassés du Missouri, chassés de l'Utah, nous retrouverons encore quelques territoires indépendants où nous planterons notre tente. Et vous, mon fidèle, ajouta l'Elder en fixant sur son unique auditeur des regards courroucés, planterez-vous la vôtre à l'ombre de notre drapeau? Non, répondit bravement Passepartout, qui s'enfuit à son tour, laissant l'énergumène prêcher dans le désert. Mais pendant cette conférence, le train avait marché rapidement et, vers 12h30, il touchait à sa pointe nord-ouest le grand lac Salé. De là, on pouvait embrasser, sur un vaste périmètre, l'aspect de cette mer intérieure qui porte aussi le nom de mer morte et dans laquelle se jette un Jourdain d'Amérique. Lac admirable, encadré de belles roches sauvages à larges assises, encroûté de sel blanc, superbe nappe d'eau qui couvrait autrefois un espace plus considérable. Mais avec le temps, ses bords, montant peu à peu, ont réduit sa superficie en accroissant sa profondeur. Le lac Salé, long de 70 000 environ, large de 35, est situé à 3800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Bien différent du lac Asphaltite, dont la dépression accuse 1200 pieds au-dessous, sa salure est considérable et ses eaux tiennent en dissolution le quart de leur poids de matière solide. Leur pesanteur spécifique est de 1170, celle de l'eau distillée étant 1000. Aussi, les poissons n'y peuvent vivre. Ceux qui jettent le Jourdain, le Weber et autres creeks y périssent bientôt. Mais il n'est pas vrai que la densité de ces eaux soit telle qu'un homme n'y puisse plonger. Autour du lac, la campagne était admirablement cultivée, car les Mormons s'entendent aux travaux de la terre. Des ranchos et des corrals pour les animaux domestiques, des champs de blé, de maïs, de sorgho, des prairies luxuriantes, partout des haies de rosiers sauvages, des bouquets d'acacias et de forbes, tel eût été l'aspect de cette contrée 6 mois plus tard. Mais en ce moment, le sol disparaissait sous une mince couche de neige qui le poudrait légèrement. À 2h, les voyageurs descendaient à la station d'Ogden. Le train ne devant partir qu'à 6h, Monsieur Fogg, Mrs. Aouda et leurs 2 compagnons avaient donc le temps de se rendre à la Cité des Saints par le petit embranchement qui se détache de la station d'Ogden. 2 heures suffisaient à visiter cette ville absolument américaine et, comme telle, bâtie sur le patron de toutes les villes de l'Union. Vaste échiquier à longues lignes froides, avec la tristesse lugubre des angles droits, suivant l'expression de Victor Hugo. Le fondateur de la Cité des Saints ne pouvait échapper à ce besoin de symétrie qui distingue les anglo-saxons. Dans ce singulier pays, où les hommes ne sont certainement pas à la hauteur des institutions, tout se fait carrément, les villes, les maisons et les sottises. À 3h, les voyageurs se promenaient donc par les rues de la cité, bâties entre la rive du Jourdain et les premières ondulations des monts Wasatch. Ils y remarquèrent peu ou point d'église, mais, comme monument, la maison du prophète, la court house et l'arsenal. Puis des maisons de briques bleuâtres avec véranda et galeries, entourées de jardins, bordés d'acacias, de palmiers et de caroubiers. Un mur d'argile et de cailloux, construit en 1853, ceignait la ville. Dans la principale rue, où se tient le marché, s'élevaient quelques hôtels ornés de pavillons et, entre autres, Lake Salt House.
Monsieur Fogg et ses compagnons ne trouvèrent pas la cité fort peuplée. Les rues étaient presque désertes, sauf toutefois la partie du temple, qu'ils n'atteignirent qu'après avoir traversé plusieurs quartiers entourés de palissades. Les femmes étaient assez nombreuses, ce qui s'explique par la composition singulière des ménages mormons. Il ne faut pas croire, cependant, que tous les mormons soient polygames. On est libre, mais il est bon de remarquer que ce sont les citoyennes de l'Utah qui tiennent surtout à être épousées, car, suivant la religion du pays, le ciel mormon n'admet point à la possession de ces béatitudes les célibataires du sexe féminin. Ces pauvres créatures ne paraissaient ni aisées ni heureuses. Quelques-unes, les plus riches sans doute, portaient une jaquette de soie noire ouverte à la taille, sous une capuche ou un châle fort modeste. Les autres n'étaient vêtues que d'indiennes. Passepartout, lui, en sa qualité de garçon convaincu, ne regardait pas sans un certain effroi ces mormones chargées de faire à plusieurs le bonheur d'un seul mormon. Dans son bon sens, c'était le mari qu'il plaignait surtout. Cela lui paraissait terrible d'avoir à guider tant de dames à la fois au travers des vicissitudes de la vie, à les conduire ainsi en troupe jusqu'au paradis mormon, avec cette perspective de les y retrouver pour l'éternité en compagnie du glorieux Smith, qui devait faire l'ornement de ce lieu de délices. Décidément, il ne se sentait pas la vocation, et il trouvait, peut-être s'abusait-il en ceci, que les citoyennes de Great Lake City jetaient sur sa personne des regards un peu inquiétants. Très heureusement, son séjour dans la Cité des Saints ne devait pas se prolonger. À 4h moins quelques minutes, les voyageurs se retrouvaient à la gare et reprenaient leur place dans leur wagon. Le coup de sifflet se fit entendre, mais au moment où les roues motrices de la locomotive, patinant sur les rails, commençaient à imprimer au train quelque vitesse, ces cris « Arrêtez! Arrêtez !» retentirent. On n'arrête pas un train en marche. Le gentleman qui proférait ces cris était évidemment un mormon attardé. Il courait à perdre haleine. Heureusement pour lui, la gare n'avait ni porte ni barrière. Il s'élança donc sur la voie, sauta sur le marchepied de la dernière voiture et tomba essoufflé sur une des banquettes du wagon. Passepartout, qui avait suivi avec émotion les incidents de cette gymnastique, vint contempler ce retardataire, auquel il s'intéressa vivement quand il apprit que ce citoyen de l'Utah n'avait ainsi pris la fuite qu'à la suite d'une scène de ménage. Lorsque le mormon eut repris haleine, Passepartout se hasarda à lui demander poliment combien il avait de femmes, à lui tout seul. Et, à la façon dont il venait de décamper, il lui en supposait une vingtaine au moins. « Une, monsieur, répondit le mormon en levant les bras au ciel. « Une, et c'était assez. » Chapitre 28 dans lequel Passepartout ne put parvenir à faire entendre le langage de la raison. Le train, en quittant Great Salt Lake et la station d'Ogden, s'éleva pendant 1 heure vers le nord, jusqu'à Weber River, ayant franchi 900 milles environ depuis San Francisco. À partir de ce point, il reprit la direction de l'est à travers le massif accidenté des monts Wasatch. C'est dans cette partie du territoire, comprise entre ces montagnes et les montagnes rocheuses proprement dites, que les ingénieurs américains ont été aux prises avec les plus sérieuses difficultés. Aussi, dans ce parcours, la subvention du gouvernement de l'Union s'est-elle élevée à 48 000 $ par mille, tandis qu'elle n'était que de 16 000 $ en plaine. Mais les ingénieurs, ainsi qu'il a été dit, n'ont pas violenté la nature. Ils ont rusé avec elle, tournant les difficultés, et pour atteindre le grand bassin, un seul tunnel, long de 14 000 pieds, a été percé dans tout le parcours du Railroad. C'était au lac Salé même que le tracé avait atteint jusqu'alors sa plus haute cote d'altitude. Depuis ce point, son profil décrivait une courbe très allongée, s'abaissant vers la vallée du Bitter Creek pour remonter jusqu'au point de partage des eaux entre l'Atlantique et le Pacifique. Les rios étaient nombreux dans cette montagneuse région. Il fallut franchir sur des ponceaux le Muddy, le Green et autres. Passepartout était devenu plus impatient à mesure qu'il s'approchait du but.
Mais Fix, à son tour, aurait voulu être déjà sorti de cette difficile contrée. Il craignait les retards, il redoutait les accidents et était plus pressé que Phileas Fogg lui-même de mettre le pied sur la terre anglaise. À 10 heures du soir, le train s'arrêtait à la station de Fort Bridger, qu'il quitta presque aussitôt, et 20 milles plus loin, il entrait dans l'état de Wyoming, l'ancien Dakota, en suivant toute la vallée du Bitter Creek, d'où s'écoule une partie des eaux qui forment le système hydrographique du Colorado. Décembre, il y eut un quart d'heure d'arrêt à la station de Green River. La neige avait tombé pendant la nuit assez abondamment, mais mêlée à de la pluie, à demi fondue, elle ne pouvait gêner la marche du train. Toutefois, ce mauvais temps ne laissa pas d'inquiéter Passepartout, car l'accumulation des neiges, en embourbant les roues des wagons, eût certainement compromis le voyage. « Aussi, quelle idée, se disait-il. Mon maître a-t-il eu de voyager pendant l'hiver ? Ne pouvait-il attendre la belle saison pour augmenter ses chances ?» Mais, en ce moment, où l'honnête garçon ne se préoccupait que de l'état du ciel et de l'abaissement de la température, Mrs. Aouda éprouvait des craintes plus vives, qui provenaient d'une toute autre cause. En effet, quelques voyageurs étaient descendus de leur wagon et se promenaient sur le quai de la gare de Green River, en attendant le départ du train. Or, à travers la vitre, la jeune femme reconnut parmi eux le colonel Stamp W. Proctor, cet Américain qui s'était si grossièrement comporté à l'égard de Phileas Fogg pendant le meeting de San Francisco. Mrs. Aouda, ne voulant pas être vue, se rejeta en arrière. Cette circonstance impressionna vivement la jeune femme. Elle s'était attachée à l'homme qui, si froidement que ce fût, lui donnait chaque jour les marques du plus absolu dévouement. Elle ne comprenait pas, sans doute, toute la profondeur du sentiment que lui inspirait son sauveur, et à ce sentiment, elle ne donnait encore que le nom de reconnaissance, mais, à son insu, il y avait plus que cela. Aussi son cœur se serra-t-il quand elle reconnut le grossier personnage auquel M. Fogg voulait tôt ou tard demander raison de sa conduite. Évidemment, c'était le hasard seul qui avait amené dans ce train le colonel Proctor, mais enfin, il y était, et il fallait empêcher à tout prix que Phileas Fogg aperçût son adversaire. Mrs. Aouda, lorsque le train se fut remis en route, profita d'un moment où sommeillait M. Fogg pour mettre Fix et Passepartout au courant de la situation. « Ce Proctor est dans le train !» s'écria Fix. « Eh bien, rassurez-vous, madame, avant d'avoir affaire au sieur, à M. Fogg, il aura affaire à moi. Il me semble que, dans tout ceci, c'est encore moi qui ai reçu les plus graves insultes. » Et de plus, ajouta Passepartout, je me charge de lui, tout colonel qu'il est. Monsieur Fix, reprit Mrs. Aouda, Monsieur Fogg ne laissera à personne le soin de le venger. Il est homme, il l'a dit, à revenir en Amérique pour retrouver cet insulteur. Si donc il aperçoit le colonel Proctor, nous ne pourrons empêcher une rencontre qui peut amener de déplorables résultats. Il faut donc qu'il ne le voie pas. Vous avez raison, madame, répondit Fix. Une rencontre pourrait tout perdre. Vainqueur ou vaincu, Monsieur Fogg serait retardé et, ajouta Passepartout, cela ferait le jeu des gentlemen du Reform Club. Dans 4 jours, nous serons à New York. Eh bien, si pendant 4 jours mon maître ne quitte pas son wagon, on peut espérer que le hasard ne le mettra pas face à face avec ce maudit Américain, que Dieu confonde. Or, nous saurons bien l'empêcher. La conversation fut suspendue. Monsieur Fogg s'était réveillé et regardait la campagne à travers la vitre tachetée de neige. Mais plus tard, et sans être entendu de son maître ni de Mrs. Aouda, Passepartout dit à l'inspecteur de police. « Est-ce que vraiment vous vous battriez pour lui ? » « Je ferai tout pour le ramener vivant en Europe, » répondit simplement Fix, d'un ton qui marquait une implacable volonté. Passepartout sentit comme un frisson lui courir par le corps, mais ses convictions à l'endroit de son maître ne faiblirent pas. Et maintenant, y avait-il un moyen quelconque de retenir M. Fogg dans ce compartiment pour prévenir toute rencontre entre le colonel et lui ?
Cela ne pouvait être difficile, le gentleman étant d'un naturel peu remuant et peu curieux. En tout cas, l'inspecteur de police crut avoir trouvé ce moyen, car, quelques instants plus tard, il disait à Phileas Fogg : « Ce sont de longues et lentes heures, monsieur, que celles que l'on passe ainsi en chemin de fer. »« En effet, » répondit le gentleman, « mais elles passent. »« À bord des paquebots, » reprit l'inspecteur, « vous aviez l'habitude de faire votre whist. »« Oui, » répondit Phileas Fogg, « mais ici, ce serait difficile. Je n'ai ni carte ni partenaire. »« Oh, les cartes, nous trouverons bien à les acheter. On vend de tout dans les wagons américains. Quant aux partenaires, si par hasard, madame... »« Certainement, monsieur, » répondit vivement la jeune femme. « Je connais le whist. Cela fait partie de l'éducation anglaise. »« Et moi, » reprit Fix, « j'ai quelques prétentions à bien jouer ce jeu. Or, à nous trois et un mort... »« Comme il vous plaira, monsieur, » répondit Phileas Fogg, enchanté de reprendre son jeu favori, même en chemin de fer. Passepartout fut dépêché à la recherche du steward, et il revint bientôt avec 2 jeux complets, des fiches, des jetons et une tablette recouverte de drap. Rien ne manquait. Le jeu commença. Mrs. Aouda savait très suffisamment le whist, et elle reçut même quelques compliments du sévère Phileas Fogg. Quant à l'inspecteur, il était tout simplement de première force et digne de tenir tête au gentleman. Maintenant, se dit Passepartout à lui-même, nous le tenons, il ne bougera plus. À 11 heures du matin, le train avait atteint le point de partage des eaux des 2 océans. C'était à Pass Bridger, à une hauteur de 7584 pieds anglais au-dessus du niveau de la mer, un des plus hauts points touchés par le profil du tracé dans ce passage à travers les montagnes rocheuses. Après 200 000 environ, les voyageurs se trouveraient enfin sur ces longues plaines qui s'étendent jusqu'à l'Atlantique et que la nature rendait si propice à l'établissement d'une voie ferrée. Sur le versant du bassin atlantique se développaient déjà les premiers rios, affluents ou sous-affluents de North Platte River. Tout l'horizon du nord et de l'est était couvert par cette immense courtine semi-circulaire qui forme la portion septentrionale des Rocky Mountains, dominée par le pic de Laramie. Entre cette courbure et la ligne de fer s'étendaient de vastes plaines, largement arrosées. Sur la droite du railroad s'étageaient les premières rampes du massif montagneux qui s'arrondit au sud jusqu'aux sources de la rivière de l'Arkansas, l'un des grands tributaires du Missouri. À 12h30, les voyageurs entrevoyaient un instant le fort Halleck, qui commande cette contrée. Encore quelques heures, et la traversée des montagnes rocheuses serait accomplie. On pouvait donc espérer qu'aucun accident ne signalerait le passage du train à travers cette difficile région. La neige avait cessé de tomber. Le temps se mettait au froid sec. De grands oiseaux, effrayés par la locomotive, s'enfuyaient au loin. Aucun fauve, ours ou loup ne se montrait sur la plaine. C'était le désert dans son immense nudité. Après un déjeuner assez confortable, servi dans le wagon même, M. Fogg et ses partenaires venaient de reprendre leur interminable whist, quand de violents coups de sifflet se firent entendre. Le train s'arrêta. Passepartout mit la tête à la portière et ne vit rien qui motivât cet arrêt. Aucune station n'était en vue. Mrs. Aouda et Fix purent craindre un instant que M. Fogg ne songeât à descendre sur la voie, mais le gentleman se contenta de dire à son domestique : « Voyez donc ce que c'est. » Passepartout s'élança hors du wagon. Une quarantaine de voyageurs avaient déjà quitté leur place, et parmi eux, le colonel Stump W. Proctor. Le train était arrêté devant un signal tourné au rouge qui fermait la voie. Le mécanicien et le conducteur, étant descendus, discutaient assez vivement avec un garde-voie que le chef de gare de Medicine Bow, la station prochaine, avait envoyé au-devant du train. Des voyageurs s'étaient approchés et prenaient part à la discussion. Entre autres, le susdit colonel Proctor
avec son verbe haut et ses gestes impérieux. Passepartout, ayant rejoint le groupe, entendit le garde-voix qui disait « Non, il n'y a pas moyen de passer. Le pont de Medicine Bow est ébranlé et ne supporterait pas le poids du train. » Ce pont, dont il était question, était un pont suspendu, jeté sur un rapide, à 1 mille de l'endroit où le convoi s'était arrêté. Au dire du garde-voix, il menaçait ruine. Plusieurs des fils étaient rompus et il était impossible d'en risquer le passage. Le garde-voix n'exagérait donc en aucune façon en affirmant qu'on ne pouvait passer. Et d'ailleurs, avec les habitudes d'insouciance des Américains, on peut dire que, quand ils se mettent à être prudents, il y aurait folie à ne pas l'être. Passepartout, n'osant aller prévenir son maître, écoutait, les dents serrées, immobile comme une statue. « Ah, ça !» s'écria le colonel Proctor. « Nous n'allons pas, j'imagine, rester ici à prendre racine dans la neige. »« Colonel, » répondit le conducteur, « on a télégraphié à la station d'Omaha pour demander un train, mais il n'est pas probable qu'il arrive à Medicine Bow avant 6 heures. »« 6 heures !» s'écria Passepartout. « Sans doute, » répondit le conducteur. « D'ailleurs, ce temps nous sera nécessaire pour gagner à pied la station. »« À pied !» s'écrièrent tous les voyageurs. « Mais à quelle distance est donc cette station ?» demanda l'un d'eux au conducteur. « À 12 milles de l'autre côté de la rivière. »« 12 milles dans la neige !» s'écria Stamp W. Proctor. Le colonel lança une bordée de jurons, s'en prenant à la compagnie, s'en prenant au conducteur, et Passepartout, furieux, n'était pas loin de faire chorus avec lui. Il y avait là un obstacle matériel contre lequel échoueraient, cette fois, toutes les banknotes de son maître. Au surplus, le désappointement était général parmi les voyageurs, qui, sans compter le retard, se voyaient obligés à faire une 15aine de milles à travers la plaine couverte de neige. Aussi était-ce un brouhaha, des exclamations, des vociférations, qui aurait certainement attiré l'attention de Phileas Fogg si ce gentleman n'eût été absorbé par son jeu. Cependant, Passepartout se trouvait dans la nécessité de le prévenir, et, la tête basse, il se dirigeait vers le wagon quand le mécanicien du train, un vrai Yankee nommé Forster, élevant la voix, dit « Messieurs, il y aurait peut-être moyen de passer. »« Sur le pont ?» répondit un voyageur. « Sur le pont. »« Avec notre train ?» demanda le colonel. « Avec notre train. » Passepartout s'était arrêté et dévorait les paroles du mécanicien. « Mais le pont menace ruine !» reprit le conducteur. « N'importe, » répondit Forster. « Je crois qu'en lançant le train avec son maximum de vitesse, on aurait quelque chance de passer. »« Diable !» fit Passepartout. Mais un certain nombre de voyageurs avaient été immédiatement séduits par la proposition. Elle plaisait particulièrement au colonel Proctor. Ce cerveau brûlé trouvait la chose très faisable. Il rappela même que des ingénieurs avaient eu l'idée de passer des rivières sans pont, avec des trains rigides lancés à toute vitesse, etc. Et, en fin de compte, tous les intéressés dans la question se rangèrent à l'avis du mécanicien. « Nous avons 50 chances pour passer, » disait l'un. « 60, » disait l'autre. « 80, 90 sur 100. » Passepartout était ahuri. Quoiqu'il fût prêt à tout tenter pour opérer le passage du Medicine Creek, mais la tentative lui semblait un peu trop américaine. « D'ailleurs, pensa-t-il, il y a une chose bien plus simple à faire, et ces gens-là n'y songent même pas. »« Monsieur, » dit-il à un des voyageurs, « le moyen proposé par le mécanicien me paraît un peu hasardé, mais... »« 80 chances, » répondit le voyageur, qui lui tourna le dos. « Je sais bien, » répondit Passepartout en s'adressant à un autre gentleman, « mais une simple réflexion... »« Pas de réflexion, c'est inutile, » répondit l'Américain interpellé en haussant les épaules, « puisque le mécanicien assure qu'on passera. »« Sans doute, » reprit Passepartout, « on passera, mais il serait peut-être plus prudent... »« Quoi, prudent ?» s'écria le colonel Proctor, que ce mot, entendu par hasard, fit bondir. «
À grande vitesse, on vous dit. Comprenez-vous? À grande vitesse. Je sais, je comprends, répétait Passepartout, auquel personne ne laissait achever sa phrase. Mais il serait, sinon plus prudent, puisque le mot vous choque, du moins plus naturel. Qui, que, quoi? Qu'a-t-il donc celui-là, avec son naturel? S'écria-t-on de toutes parts. Le pauvre garçon ne savait plus de qui se faire entendre. « Est-ce que vous avez peur ?» lui demanda le colonel Proctor. « Moi? Peur ?» s'écria Passepartout. « Eh bien, soit. Je montrerai à ces gens-là qu'un Français peut être aussi américain qu'eux. »« En voiture! En voiture !» criait le conducteur. « Oui, en voiture !» répétait Passepartout. « En voiture! Et tout de suite !» Mais on ne m'empêchera pas de penser qu'il eût été plus naturel de nous faire d'abord passer à pied sur ce pont, nous autres voyageurs, puis le train ensuite. Mais personne n'entendit cette sage réflexion, et personne n'eût voulu en reconnaître la justesse. Les voyageurs étaient réintégrés dans leur wagon. Passepartout reprit sa place, sans rien dire de ce qui s'était passé. Les joueurs étaient tout entiers à leur whist. La locomotive siffla vigoureusement. Le mécanicien, renversant la vapeur, ramena son train en arrière pendant près d'1 mille, reculant comme un sauteur qui veut prendre son élan. Puis, à un second coup de sifflet, la marche en avant recommença. Elle s'accéléra. Bientôt la vitesse devint effroyable. On n'entendait plus qu'un seul hennissement sortant de la locomotive. Les pistons battaient 20 coups à la seconde. Les essieux des roues fumaient dans les boîtes à graisse. On sentait, pour ainsi dire, que le train tout entier, marchant avec une rapidité de 100 000 à l'heure, ne pesait plus sur les rails. La vitesse mangeait la pesanteur. Et l'on passa. Et ce fut comme un éclair. On ne vit rien du pont. Le convoi sauta, on peut le dire, d'une rive à l'autre. Et le mécanicien ne parvint à arrêter sa machine emportée qu'à 5 milles au-delà de la station. Mais à peine le train avait-il franchi la rivière que le pont, définitivement ruiné, s'abîmait avec fracas dans le rapide de Medicine Bow. Chapitre 29. Où il sera fait le récit d'incidents divers qui ne se rencontrent que sur les railroads de l'Union. Le soir même, le train poursuivait sa route sans obstacle, dépassait le fort Saunders, franchissait la passe de Cheyenne et arrivait à la passe d'Evans. En cet endroit, le railroad atteignait le plus haut point du parcours, soit 8091 pieds au-dessus du niveau de l'océan. Les voyageurs n'avaient plus qu'à descendre jusqu'à l'Atlantique sur ces plaines sans limite, nivelées par la nature. Là se trouvait sur le Grand Trunk l'embranchement de Denver City, la principale ville du Colorado. Ce territoire est riche en mines d'or et d'argent et plus de 50 000 habitants y ont déjà fixé leur demeure. À ce moment, 1382 milles avaient été faits depuis San Francisco en 3 jours et 3 nuits. 4 nuits et 4 jours, selon toute prévision, devaient suffire pour atteindre New York. Phileas Fogg se maintenait donc dans les délais réglementaires. Pendant la nuit, on laissa sur la gauche le camp Walba. Le Lodgepole Creek courait parallèlement à la voie en suivant la frontière rectiligne commune aux États du Wyoming et du Colorado. À 11 heures, on entrait dans le Nebraska, on passait près du Sedgwick et l'on touchait à Julesburg, placé sur la branche sud de Platte River. C'est à ce point que se fit l'inauguration de l'Union Pacific Road, le 23 octobre 1867, et dont l'ingénieur en chef fut le général J.M. Dodge. Là s'arrêtèrent les 2 puissantes locomotives remorquant les 9 wagons des invités, au nombre desquels figurait le vice-président, M. Thomas C. Durand. Là retentirent les acclamations. Là, les Sioux et les Pawnees donnèrent le spectacle d'une petite guerre indienne. Là, les feux d'artifice éclatèrent. Là, enfin, se publia, au moyen d'une imprimerie portative,
le premier numéro du journal Railway Pioneer. Ainsi fut célébrée l'inauguration de ce grand chemin de fer, instrument de progrès et de civilisation, jeté à travers le désert et destiné à relier entre elles des villes et des cités qui n'existaient pas encore. Le sifflet de la locomotive, plus puissant que la lyre d'Amphion, allait bientôt les faire surgir du sol américain. À 8 heures du matin, le fort McPherson était laissé en arrière. 357 milles séparent ce point d'Omaha. La voie ferrée suivait, sur sa rive gauche, les capricieuses sinuosités de la branche sud de Platte River. À 9 heures, on arrivait à l'importante ville de North Platte, bâtie entre ces deux bras du grand cours d'eau, qui se rejoignent autour d'elle pour ne plus former qu'une seule artère, affluent considérable dont les eaux se confondent avec celles du Missouri, un peu au-dessus d'Omaha. Le 101e méridien était franchi. Monsieur Fogg et ses partenaires avaient repris leur jeu. Aucun d'eux ne se plaignait de la longueur de la route, pas même le mort. Fix avait commencé par gagner quelques guinées, qu'il était en train de reperdre, mais il ne se montrait pas moins passionné que Monsieur Fogg. Pendant cette matinée, la chance favorisa singulièrement ce gentleman. Les atouts et les honneurs pleuvaient dans ses mains. À un certain moment, après avoir combiné un coup audacieux, il se préparait à jouer pique, quand, derrière la banquette, une voix se fit entendre qui disait « Moi, je jouerai carreau ». Monsieur Fogg, Mrs. Aouda, Fix, levèrent la tête. Le colonel Proctor était près d'eux. Stump, W. Proctor et Phileas Fogg se reconnurent aussitôt. « Ah, c'est vous, monsieur l'Anglais !» s'écria le colonel. « C'est vous qui voulez jouer pique !»« Et qui le joue ?» répondit froidement Phileas Fogg, en abattant un 10 de cette couleur. « Eh bien, il me plaît que ce soit carreau, » répliqua le colonel Proctor d'une voix irritée. Et il fit un geste pour saisir la carte jouée en ajoutant « Vous n'entendez rien à ce jeu. »« Peut-être serais-je plus habile à un autre, » dit Phileas Fogg, qui se leva. « Il ne tient qu'à vous d'en essayer, fils de John Bull, » répliqua le grossier personnage. Mrs. Aouda était devenue pâle. Tout son sang lui refluait au cœur. Elle avait saisi le bras de Phileas Fogg, qui la repoussa doucement. Passepartout était prêt à se jeter sur l'Américain, qui regardait son adversaire de l'air le plus insultant. Mais Fix s'était levé, et, allant au colonel Proctor, il lui dit « Vous oubliez que c'est moi à qui vous avez affaire, monsieur, moi que vous avez non seulement injurié, mais frappé. » « Monsieur Fix, dit Monsieur Fogg, je vous demande pardon, mais ceci me regarde seul. En prétendant que j'avais tort de jouer pique, le colonel m'a fait une nouvelle injure, et il me rendra raison. »« Quand vous voudrez et où vous voudrez, répondit l'Américain, et à l'arme qu'il vous plaira. » Mrs. Aouda essaya vainement de retenir Monsieur Fogg. L'inspecteur tenta inutilement de reprendre la querelle à son compte. Passepartout voulait jeter le colonel par la portière, mais un signe de son maître l'arrêta. Phileas Fogg quitta le wagon et l'Américain le suivit sur la passerelle. « Monsieur, dit Monsieur Fogg à son adversaire, je suis fort pressé de retourner en Europe, et un retard quelconque préjudicierait beaucoup à mes intérêts. »« Eh bien, qu'est-ce que cela me fait ?» répondit le colonel Proctor. « Monsieur, reprit très poliment Monsieur Fogg, après notre rencontre à San Francisco, j'avais formé le projet de venir vous retrouver en Amérique, dès que j'aurai terminé les affaires qui m'appellent sur l'ancien continent. Vraiment ? Voulez-vous me donner rendez-vous dans 6 mois ? Pourquoi pas dans 6 ans ? Je dis 6 mois, répondit Monsieur Fogg, et je serai exact au rendez-vous. Des défaites, tout cela, s'écria Stump W. Proctor. Tout de suite ou pas ? Soit, répondit Monsieur Fogg. Vous allez à New York ? Non. À Chicago ? Non. À Omaha ? Peu vous importe. Connaissez-vous Plum Creek ? Non, répondit Monsieur Fogg. C'est la station prochaine.
Le train y sera dans 1 heure. Il y stationnera 10 minutes. En 10 minutes, on peut échanger quelques coups de revolver. Soit, répondit M. Fogg. Je m'arrêterai à Plum Creek. Et je crois même que vous y resterez, ajouta l'Américain avec une insolence sans pareille. Qui sait, monsieur, répondit M. Fogg, et il rentra dans son wagon, aussi froid que d'habitude. Là, le gentleman commença par rassurer Mrs. Aouda, lui disant que les fanfarons n'étaient jamais à craindre. Puis il pria Fix de lui servir de témoin dans la rencontre qui allait avoir lieu. Fix ne pouvait refuser, et Phileas Fogg reprit tranquillement son jeu interrompu en jouant pique avec un calme parfait. À 11 heures, le sifflet de la locomotive annonça l'approche de la station de Plum Creek. M. Fogg se leva et, suivi de Fix, il se rendit sur la passerelle. Passepartout l'accompagnait, portant une paire de revolvers. Mrs. Aouda était restée dans le wagon, pâle comme une morte. En ce moment, la porte de l'autre wagon s'ouvrit et le colonel Proctor apparut également sur la passerelle, suivi de son témoin, un Yankee de sa trempe. Mais à l'instant où les deux adversaires allaient descendre sur la voie, le conducteur accourut et leur cria « On ne descend pas, messieurs !»« Et pourquoi ?» demanda le colonel. « Nous avons 20 minutes de retard et le train ne s'arrête pas. »« Mais je dois me battre avec monsieur. »« Je le regrette, » répondit l'employé, « mais nous repartons immédiatement. Voici la cloche qui sonne. » La cloche sonnait, en effet, et le train se remit en route. « Je suis vraiment désolé, messieurs, » dit alors le conducteur. « En toute autre circonstance, j'aurais pu vous obliger. Mais, après tout, puisque vous n'avez pas eu le temps de vous battre ici, qui vous empêche de vous battre en route ? » « Cela ne conviendra peut-être pas à monsieur, » dit le colonel Proctor d'un air goguenard. « Cela me convient parfaitement, » répondit Phileas Fogg. « Allons, décidément, nous sommes en Amérique, » pensa Passepartout, « et le conducteur de train est un gentleman du meilleur monde. » Et ce disant, il suivit son maître. Les deux adversaires, leurs témoins, précédés du conducteur, se rendirent, en passant d'un wagon à l'autre, à l'arrière du train. Le dernier wagon n'était occupé que par une dizaine de voyageurs. Le conducteur leur demanda s'ils voulaient bien, pour quelques instants, laisser la place libre à deux gentlemen qui avaient une affaire d'honneur à vider. Comment donc ? Mais les voyageurs étaient trop heureux de pouvoir être agréables aux deux gentlemen, et ils se retirèrent sur les passerelles. Ce wagon, long d'une 50aine de pieds, se prêtait très convenablement à la circonstance. Les deux adversaires pouvaient marcher l'un sur l'autre entre les banquettes et s'arquebuser à leur aise. Jamais duel ne fut plus facile à régler. M. Fogg et le colonel Proctor, munis chacun de 2 revolvers à 6 coups, entrèrent dans le wagon. Leurs témoins, restés en dehors, les y enfermèrent. Au premier coup de sifflet de la locomotive, il devait commencer le feu. Puis, après un laps de 2 minutes, on retirerait du wagon ce qui resterait des 2 gentlemen. Rien de plus simple, en vérité. C'était même si simple que Fix et Passepartout sentaient leur cœur battre à se briser. On attendait donc le coup de sifflet convenu, quand soudain des cris sauvages retentirent. Des détonations les accompagnèrent, mais elles ne venaient point du wagon réservé aux duellistes. Ces détonations se prolongeaient, au contraire, jusqu'à l'avant et sur toute la ligne du train. Des cris de frayeur se faisaient entendre à l'intérieur du convoi. Le colonel Proctor et M. Fogg, revolver au poing, sortirent aussitôt du wagon et se précipitèrent vers l'avant où retentissaient plus bruyamment les détonations et les cris. Ils avaient compris que le train était attaqué par une bande de Sioux. Ces hardis Indiens n'en étaient pas à leur coup d'essai et plus d'une fois déjà, ils avaient arrêté les convois. Suivant leur habitude, sans attendre l'arrêt du train, s'élançant sur les marchepieds au nombre d'une centaine, ils avaient escaladé les wagons comme fait un clown d'un cheval au galop. Ces Sioux étaient munis de fusils. De là les détonations auxquelles les voyageurs presque tous armés ripostaient par des coups de revolver. Tout d'abord, les Indiens s'étaient précipités sur la machine. Le mécanicien et le chauffeur avaient été à demi assommés à coups de casse-tête.
Un chef Sioux, voulant arrêter le train, mais ne sachant pas manœuvrer la manette du régulateur, avait largement ouvert l'introduction de la vapeur au lieu de la fermer, et la locomotive, emportée, courait avec une vitesse effroyable. En même temps, les Sioux avaient envahi les wagons. Ils couraient comme des singes en fureur sur les impériales. Ils enfonçaient les portières et luttaient corps à corps avec les voyageurs. Hors du wagon de bagages, forcés et pillés, les colis étaient précipités sur la voie. Cris et coups de feu ne discontinuaient pas. Cependant, les voyageurs se défendaient avec courage. Certains wagons, barricadés, soutenaient un siège, comme de véritables forts ambulants, emportés avec une rapidité de 100 000 à l'heure. Dès le début de l'attaque, Mrs. Aouda s'était courageusement comportée. Le revolver à la main, elle se défendait héroïquement, tirant à travers les vitres brisées lorsque quelques sauvages se présentaient à elle. Une vingtaine de Sioux, frappés à mort, étaient tombés sur la voie, et les roues des wagons écrasaient comme des vers ceux d'entre eux qui glissaient sur les rails du haut des passerelles. Plusieurs voyageurs grièvement atteints par les balles ou les casse-têtes gisaient sur les banquettes. Cependant, il fallait en finir. Cette lutte durait déjà depuis 10 minutes et ne pouvait que se terminer à l'avantage des Sioux si le train ne s'arrêtait pas. En effet, la station du fort Kearney n'était pas à 2 milles de distance. Là se trouvait un poste américain. Mais ce poste passé, entre le fort Kearney et la station suivante, les Sioux seraient les maîtres du train. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus, si le train ne s'arrête pas avant 5 minutes !» « Il s'arrêtera, » dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des freins et des longerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Il n'avait pas été vu. Il n'avait pu l'être. Là, suspendu d'une main entre le wagon des bagages et le tender, de l'autre, il décrocha les chaînes de sûreté. Mais par suite de la traction opérée, il n'aurait jamais pu parvenir à dévisser la barre d'attelage si une secousse que la machine éprouva n'eût fait sauter cette barre, et le train détaché resta peu à peu en arrière, tandis que la locomotive s'enfuyait avec une nouvelle vitesse. Emporté par la force acquise, le train roula encore pendant quelques minutes, mais les freins furent manœuvrés à l'intérieur des wagons et le convoi s'arrêta enfin à moins de 100 pas de la station de Kearney. Là, les soldats du fort, attirés par les coups de feu, accoururent en hâte. Les Sioux ne les avaient pas attendus, et avant l'arrêt complet du train, toute la bande avait décampé. Mais quand les voyageurs se comptèrent sur le quai de la station, ils reconnurent que plusieurs manquaient à l'appel, et entre autres, le courageux Français, dont le dévouement venait de les sauver.